Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On va commencer, si vous êtes d'accord. Merci pour votre présence aujourd'hui, très nombreux et nombreuses. Ça fait toujours plaisir d'avoir du monde qui se déplace pour nos conférences du Jardin des Sciences, qui ont lieu chaque lundi. Si des personnes sont là pour la première fois, vous pourrez venir lundi prochain, le suivant aussi, avec plaisir. Euh, on sera assis aujourd'hui pendant 1 heure et demie pour parler d'activité physique, pour parler des bienfaits de l'activité physique. Alors, ils sont nombreux. Aujourd'hui, on parlera plus particulièrement des bienfaits de l'activité physique sur le cerveau, tout particulièrement. Alors, on le sait, l'inactivité physique liée à nos modes de vie qui évoluent, la sédentarisation des sociétés, a beaucoup d'impacts négatifs sur la santé. Quels sont ces impacts-là sur le cerveau, sur la santé mentale, aussi sur le développement des maladies neurocognitives? Aujourd'hui, pour répondre à ces questions, on fait une conférence à deux voix. Donc, il y aura un expert des muscles, Geoffrey Zoll, qui est maître de conférence et praticien hospitalier à la faculté de médecine de Strasbourg. Et notre experte du cerveau, ce sera Anne Pereira, qui est chercheuse INSERM en neurosciences à l'Université de Strasbourg. Donc, je vous remercie pour votre attention et on répondra à vos questions qui, j'espère, seront nombreuses après cette conférence. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup et merci au Jardin des Sciences pour l'invitation en effet. Donc on va pas que parler du cerveau, hein, parce qu'effectivement, vous l'avez compris, moi je prendrai le rôle du Monsieur Muscle ici, spécialiste muscle, et donc Anne parlera effectivement du cerveau, tout ça pour dire que l'activité physique c'est aussi très important pour le muscle et pas que pour le cerveau. C'est ce qu'on va voir ensemble, et moi j'essaierai de vous convaincre que l'important c'est en premier lieu de faire de l'activité physique pour le muscle squelettique et pas forcément que pour le cerveau. Voilà, donc effectivement trois mots-clés, hein, vous le voyez ici, et on va essayer de mieux comprendre un petit peu notamment ce qu'il peut y avoir comme dialogue et la synergie qu'il faut mettre absolument en place entre effectivement ce tissu muscle-squelettique et de l'autre côté un organe, effectivement le cerveau. Alors pour ce faire, eh bien, on va partir d'un constat qui est très simple. Vous le voyez ici, ce couple qui a une vie tout à fait normale, qui se lève le matin, souvent un petit peu en retard, qui va être stressé dès le début de sa journée en se disant mince, ça y est, il me reste un quart d'heure avant d'aller au travail, donc il va pas forcément prendre le temps de prendre un petit déjeuner. Donc on ne parlera pas spécialement nutrition, mais c'est quelque chose aussi de très important bien sûr. Et cette personne, elle va avoir tendance, eh ben, du coup, à être stressée dès le début. Ce sera la course du matin jusqu'au soir. Il va prendre sa voiture, il va arriver au travail, il va prendre l'ascenseur, il va ensuite être dans son bureau en position assise. Le soir, toujours à la bourre pour chercher ses enfants, etc., pour pas louper le début de son émission télé etc. Donc il va vers vite, il va acheter 3 pizzas congelées à la supérette du coin, il va faire au plus vite, il va rentrer à la maison et il va de nouveau ensuite cuisiner. Il n'a pas le temps, il est fatigué, donc il va mettre ses pizzas et ainsi de suite jusqu'à arriver sur son canapé le soir. Et vous l'aurez compris, le problème ici, eh bien, c'est qu'il ne va pas faire beaucoup de pas, hein. Il va arriver, si on compte un petit peu, on va arriver à 2000, 2500, maximum 3000 pas, ce qui évidemment est pas énorme, avec une position assise plus de 7 heures, plus de 7 heures dans la journée. Alors, à votre avis, vous savez sans doute, hein, combien est-ce qu'il faut faire de pas dans une journée pour être à peu près dans ce qu'on recommande? 10 000. Donc, vous êtes tous au courant qu'il faut faire 10 000 pas, donc ça, c'est bien. Donc, ça nous amène à la question suivante. Combien est-ce que parmi les Français, combien est-ce que finalement on fait ces fameux 10 000 pas? Donc, je ne sais pas si vous voulez lever le doigt pour savoir qui c'est qui fait 10 000 pas. Qui c'est qui fait 10 000 pas? D'accord? Soyez honnête, hein, évidemment, bien sûr. Donc, voilà, donc vous êtes, vous êtes dans la moyenne puisque on sait qu'environ une femme sur deux, pardon, ne fait pas suffisamment d'activité physique, et un homme sur trois. Et au-delà de 65 ans, c'est quasiment 80% de la population française qui ne fait pas suffisamment d'activité physique.
Donc vous voyez que c'est pas super. Et alors pourquoi c'est pas super, hein, eh bien vous le voyez ici les chiffres, hein, donc ça bien sûr ça repose sur des études scientifiques. Ça augmente de 30% le risque de maladies cardiovasculaires. Euh, ça, je ne sais pas si j'ai le pointeur, non, c'est pas grave. Augmentation du diabète aussi à peu près de 30%. Les cancers aussi, alors là c'est plus d'actualité, hein, et il y a de plus en plus d'études qui démontrent, alors là c'est clairement démontré pour le cancer du sein et le cancer du côlon, mais en attendant dans quelques années, ce sera à peu près vrai pour l'ensemble des cancers. Donc vous voyez, on augmente à peu près une chance de développer un cancer de 25 à 30% lorsque on a une vie extrêmement sédentaire ou inactif, on va dire. Et globalement, vous le voyez, 3 millions de morts par an dans le monde ont pour origine la sédentarité, hein. Donc évidemment, on ne meurt pas de sédentarité, on meurt de maladies cardiovasculaires, de cancer, etc. Mais il y a des études qui démontrent que voilà, ça fait quand même beaucoup de monde qui s'ils faisaient un peu plus d'activité physique, auront peut-être eu une vie un petit peu plus longue. Alors la question que je pose ici, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que, on l'a vu, hein, si je reviens un peu en arrière, cette personne, si ça se trouve, elle mange très bien d'ailleurs, et même en mangeant très bien, hein, c'est un facteur indépendant, c'est-à-dire qu'on augmente de 30% la chance de faire un cancer, même si on mange très bien, hein, en mangeant mal, on augmente encore plus le risque d'avoir des problèmes. Euh, donc pourquoi? Pourquoi est-ce que en se levant tranquillement, en prenant sa voiture, donc c'est assez euh, rien de mal, quoi. On prend l'ascenseur, etc. On peut se poser la question pourquoi est-ce qu'on n'est pas fait finalement pour vivre comme ça, d'une façon sédentaire, hein. Pourquoi? On va pas encore dialoguer, mais on pourra revenir un petit peu sur tout ça. Un élément de réponse, en effet, eh bien, elle vient de nos ancêtres qui eux avaient évidemment une vie qui était bien différente de la nôtre. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils n'avaient pas le choix, tout simplement, pour survivre, il fallait qu'ils se mettent à faire de l'activité physique, mais eux, c'était plus par des tâches de leur vie, hein. Ils allaient chasser, ils construisaient leur maison, ils allaient chercher de l'eau, et puis, etc., etc. Je vais juste essayer de mettre le pointeur quand même. Voilà. Voilà, donc je disais, donc évidemment, que ce soit les hommes et les femmes, hein, ont des tâches différentes, mais les deux étaient évidemment extrêmement actifs du matin au soir. Donc on estime, hein, donc là encore, des études scientifiques démontrent qu'au minimum, ces gens-là, ils parcouraient environ 13 000 pas par jour. Au minimum, hein, ça était plutôt 15 000, 17 000, 20 000, suivant les périodes où ils vivaient, la température, etc. Mais globalement, ils étaient évidemment extrêmement actifs. Mais eux aussi, hein, pour vous rassurer, ils n'allaient pas forcément non plus faire un footing le soir en rentrant de leur journée, de leur chasse. Et bien évidemment, pourquoi? On en reparlera aussi un petit peu. Eh bien, c'est que tout simplement, l'énergie est extrêmement précieuse, hein. C'est-à-dire que ils allaient trouver un sanglier, chasser le sanglier, ça avait une certaine valeur. Et cette énergie récupérée à travers la graisse, les protéines, etc., qu'ils récupéraient, ensuite, c'était quelque chose d'important. Et il ne s'agissait pas de les utiliser plus que ce qu'il ne le fallait. Donc bien évidemment, ils avaient aussi cette notion que dès qu'ils avaient fini, eh bien c'était en position repos et j'arrêtais les efforts, on va dire. Voilà, donc c'est évidemment, vous l'avez compris, c'est quelque chose qui est important, important aussi pour notre cerveau, sachant que l'énergie est d'autant plus importante que notre cerveau en consomme beaucoup, hein. On le voit ici, le cerveau c'est finalement en masse relativement réduit, hein, ça ne présente que 2% de notre organisme, alors que le muscle squelettique, vous le voyez, un muscle squelettique c'est quand même presque 40% de ce que nous sommes. Donc voilà, encore une fois, très important, le muscle squelettique. Et vous le voyez, lui il est beaucoup plus raisonnable, hein, puisque au repos, il consomme environ 20% de l'énergie nécessaire pour subvenir à nos besoins, encore une fois, lorsqu'on est au repos. Alors que le cerveau, même quand on est au repos, quand notre organisme est au repos, ben, il consomme, vous le voyez, plus de 20% de l'énergie, hein. Donc le cerveau, on va essayer de mieux comprendre pourquoi, bien sûr, c'est pas pour rien, hein, mais il n'empêche qu'il consomme beaucoup, alors il est finalement en taille et en poids pas très important, quoi. Voilà, donc ensuite, je pense que Anne voulait rajouter peut-être quelque chose à propos de ce cerveau. Bonjour, hein, j'ai pas eu le temps de vous saluer. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, le cerveau, hein, vous aurez compris. Donc le muscle derrière moi, c'est le cerveau. Donc on va essayer, voilà, de faire rouler un petit peu notre. Donc vous aurez compris, le cerveau a quand même une particularité, c'est que finalement il représente pas grand-chose en termes de masse, mais alors consomme une quantité d'énergie assez phénoménale.
Et en fait, ce qu'on peut observer au cours donc de l'évolution, pour revenir aussi un peu de finalement d'où on vient, en fait, avec l'évolution et en particulier avec la position debout, là, ce qu'on appelle la bipédie, on a vu voir un développement important à la fois des muscles squelettiques en parallèle avec le développement du cerveau. Et là, vous avez l'illustration donc de l'humain, en fait, depuis donc l'Australopithèque jusqu'à Homo sapiens. Et en fait, vous voyez, la taille du cerveau, elle a considérablement en fait augmenté au cours de l'évolution. En fait, l'Australopithèque avait un cerveau qui faisait 0,3, 0,50, 0,5 décimètres cubes, en fait, donc ça fait à peu près 400 grammes, 500 grammes. Alors que l'Homo sapiens, on a multiplié par 3 la taille de notre cerveau. Donc maintenant, on a un cerveau environ 1,35 décimètres cubes, ce qui fait entre 1,3 et 1,5 kg chez l'homme ou la femme adulte. Donc, alors tout ça, ça a eu... Je regarde juste, pardon. Alors pourquoi en fait et comment ça s'est développé? Et en fait, avec l'évolution, on a vu émerger des fonctions cognitives, donc du cerveau particulières, ce qu'on appelle les fonctions de haut niveau, qui sont liées en fait au développement massif du néocortex, qui est la partie en rose, ici, voilà, tout ça. Et en particulier les régions frontales. Et en fait, je vais en reparler après de ces fonctions dites de haut niveau. Elles consomment énormément d'énergie, en fait. Et du coup, il y a eu une adaptation avec l'évolution et cette augmentation du métabolisme. On considère que le néocortex est presque 50% de toute l'énergie dédiée au cerveau. C'est pour ces structures-là qui sont sous-tendues par ce fameux néocortex et donc les expressions des gènes qui vont avec. Mais alors, donc, le mot d'ordre, quand même, ce qui est important, c'est toujours cette idée de l'énergie, comme l'a dit Geoffrey. L'énergie, en fait, est coûteuse, c'est quelque chose qui est précieux pour l'organisme, pour la vie, etc. Et en fait, donc, le mot d'ordre pour le cerveau, là, je parle vraiment du cerveau, c'est essayer de préserver et d'économiser cette énergie, même s'il en consomme beaucoup, avec tout un système, finalement, d'organisation du cerveau, de réseaux et d'espèces de nœuds qui vont redistribuer les informations pour en fait que tout se fasse à un coût minimum, même si ça peut paraître élevé, à la fois pour la cellule et pour le réseau. Et donc le mot d'ordre du cerveau, c'est minimiser l'effort, donc on en est un petit peu toujours là, le coût de l'action et maximiser la récompense. C'est comme ça qu'on va pouvoir évoluer de manière un peu intéressante dans nos vies, c'est-à-dire la récompense à un effort un peu minimum. Vous allez entendre cette notion-là un peu plus tard. Voilà, donc vous l'avez compris, l'important c'est le muscle squelettique. Non, pardon. Et notamment, ce que Anne ne vous a pas dit, c'est que c'est quand même, en fait, on a fait des économies au niveau de en faisant, en devenant bipède, hein, et c'est les muscles qui ont économisé pour que le cerveau puisse en consommer plus. Donc ça, c'est important aussi. On rigole un peu, mais il n'empêche que voilà, c'est ce qui a permis aussi de nous différencier beaucoup du règne animal, hein, c'est cette capacité à pouvoir consommer beaucoup au niveau de notre cerveau et moins au niveau du reste, et notamment au niveau du muscle squelettique, qui, je rappelle, c'est 40% de ce que nous sommes. Donc si on peut économiser l'énergie au niveau des muscles, eh ben, on peut en consommer plus au niveau de notre cerveau. Effectivement, ça a permis tout ce qu'on sait de l'évolution des humains comparativement à l'évolution évidemment des animaux. On s'est différencié beaucoup, évidemment, par le cerveau. Et le cerveau, il à un moment donné, et pendant très longtemps, maintenant, on est en surconsommation d'énergie, on va dire, mais pendant très longtemps, c'était un gros problème, quoi. C'était très important d'être capable comme ça d'économiser suffisamment d'énergie pour pouvoir eh ben, l'utiliser, notamment dans les premiers jours, les premiers mois, les premières années de la vie, pour développer le cerveau, hein, ce qui, encore une fois, est très coûteux. J'ai fait quoi là? J'ai passé. Oui, donc pardon. Alors, pour résumer un petit peu cette toute première partie, vous l'avez compris, pendant 30 000 générations, hein, quand même, donc c'est énorme, hein. Si on part du début de l'Homo sapiens sapiens, c'est environ moins 80 000 ans, hein, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est à peu près, on peut parler de moins 90 000 ans. Et donc ça représente environ 30 000 générations au niveau desquelles eh bien, on a été extrêmement actif, hein, dans notre vie de tous les jours. Et subitement, à partir du 19e, voire du 20e siècle, eh bien, on est passé à peu près à 3000 pas par jour. D'accord? Donc d'un seul coup, comme ça, on a complètement changé. Alors que génétiquement parlant, eh bien, on est pareil, on est le même que notre ancêtre. Et vous le voyez, donc on a aussi en même temps changé beaucoup nos habitudes alimentaires, donc autre problème sur lesquels on pourrait aussi rester.
Donc, alimentation plus inactivité physique égale, eh bien, comme vous le savez, bien sûr, ces problématiques autour des maladies chroniques qui ont évidemment extrêmement augmenté, maladies de civilisation, comme on les appelle, problèmes d'obésité, diabète de type 2 notamment, insuffisance cardiaque, donc toutes les maladies cardiovasculaires qui augmentent de façon majeure, notamment du fait de ces changements hygiéno-diététiques. Alors là encore, évidemment, si maintenant on va un peu plus s'intéresser et essayer de comprendre un petit peu plus le rôle joué par effectivement nos deux amis, le cerveau et les muscles. Et évidemment, le coupable là-dedans, c'est le cerveau, puisque c'est lui qui décide à un moment donné, on est fatigué de notre journée, et puis du coup, ben, qu'est-ce qu'on fait? On va commander une pizza, ou on va le trouver au congélateur, ou on vient de l'acheter dans les magasins. Et ce soir, super, c'est la fête, c'est soirée pizza, les enfants sont contents en plus, on fait plaisir à toute la famille, on passe pour le héros du soir. Et le problème, c'est que si on fait ça trop régulièrement, eh bien, on rentre dans un cercle vicieux d'inactivité physique. Et évidemment, le muscle, il n'est pas content du tout, il le subit en quelques mots, donc quelque part. Il subit cette situation. Et évidemment, la problématique derrière, c'est que lui aussi, on va en parler, mais on va essayer de mieux comprendre pourquoi. Il y a une espèce de désadaptation, puisque au fur et à mesure, nos muscles sont de moins en moins efficaces. Du coup, on est de plus en plus fatigué. Nos muscles sont fatigués. On monte 2 étages, on n'en peut plus. On a des douleurs musculaires aussi au réveil, etc., etc. Et puis, en plus de ça, on a une tendance à prendre du poids, puisqu'on a mangé des pizzas et nos muscles, ils n'ont pas beaucoup bougé. Voilà, donc il y a un cercle, très clairement un cercle vicieux qui se met en place, où vous voyez que on se sent de moins en moins bien, on est fatigué, et puis on se sent aussi dévalorisé. On sait que c'est pas bien, vous l'avez tous dit, on sait tous qu'on doit faire 10 000 pas par jour, mais il n'empêche on se sent pas bien du tout dans cet état. Donc très clairement, on n'est pas fait pour ce mode de vie, parce que effectivement, c'est ce que je vous ai mis en dessous, c'est que on a besoin d'un certain, ce qu'on peut dire, un espèce de seuil d'activité physique pour que notre organisme s'adapte et fabrique des briques, ce qu'on peut appeler des protéines un petit peu partout, pour permettre d'être en forme. Et ça, c'est l'activité physique qui le déclenche. On déclenche, on va en reparler aussi, mais on déclenche comme ça tout un tas d'expressions de protéines qui vont permettre finalement, d'être en bonne santé, plutôt que d'être au contraire en déconditionnement. Voilà, donc effectivement là-dedans, la question c'est comment s'en sortir, quoi faire pour aller mieux, quoi faire pour pouvoir mettre fin à ce cercle vicieux qui se met en place, avec, vous le voyez ici, le cerveau et le muscle qui jouent des rôles majeurs. Et bien évidemment, c'était dans le titre, donc c'est pas une surprise. Et puis on le sait depuis très longtemps, encore une fois, Nietzsche le disait très bien, il faut danser sa vie. Nous avons aussi des philosophes grecs à l'époque, des mathématiciens qui avaient aussi très bien compris très tôt qu'il fallait aussi faire de l'activité physique. Et un bon moyen de faire de l'activité physique, effectivement, c'est déjà de marcher tout simplement, dès le matin, dès le réveil jusqu'au soir. On peut augmenter le nombre de pas en évitant les moyens de transport, les technologies que le cerveau nous a développées. Enfin, évidemment, toutes les grandes découvertes et la technologie nous amènent évidemment à pouvoir être de moins en moins actifs, ce qui évidemment pose problème pour notre organisme. Donc je vais à présent passer la main à Anne, qui va vous parler un peu plus en détail et essayer de mettre en place un petit peu tout ce qui tourne autour du cerveau, puis on verra ensuite plus tard ensemble en ce qui concerne le muscle. Tout ça pour dire que très clairement, il y a des signaux qui existent, qui sont très importants, qu'il faut absolument mettre en route entre le cerveau et le muscle, et puis aussi entre le muscle et le cerveau. Donc c'est tout ça qu'on va voir à présent ensemble, pour mieux comprendre un petit peu et essayer de tous se motiver au lieu d'avoir un cercle vicieux qui se met en place, au contraire développer un cercle vertueux. Donc, avant de rentrer vraiment dans le dialogue entre ces deux organes, l'idée, en fait, c'est de vous parler un peu du cerveau, de rentrer un petit peu, peut-être un petit peu rapidement, mais vous parler de tout ce qui fait les caractéristiques de la santé, du bon fonctionnement de notre cerveau, donc tout au long de la vie. Alors déjà, la santé du cerveau, de quoi on parle? En fait, c'est quoi au juste? Une des définitions, notamment celle de l'Organisation mondiale de la santé, la santé du cerveau, c'est un état de fonctionnement sur le plan cognitif, sensoriel, socio-émotionnel, comportemental et moteur.
Donc c'est rien non plus, enfin voilà, d'extraordinaire. On n'a pas l'impression que c'est quelque chose de très compliqué à atteindre. Mais surtout, cette santé du cerveau va nous permettre de réaliser finalement notre plein potentiel finalement tout au long de notre vie. Alors, ce qu'il faut savoir avec le cerveau, c'est qu'effectivement, mais le muscle, finalement, c'est un peu pareil. Finalement, en préparant cette conférence, moi, j'ai appris beaucoup du muscle, voilà, que je connaissais pas vraiment. Et finalement, cette idée qu'en fait, nous sommes des êtres en perpétuelle évolution, et en particulier notre cerveau, tout au long de la vie, en fait, est en permanence en train de se modifier au gré donc de nos expériences. Il s'adapte. Et ça, c'est la clé, en fait, du bien-être, de la santé, en fait, l'adaptation. Et c'est là où on va parler un tout petit peu de plasticité cérébrale pour que vous compreniez bien comment on peut faire aussi le lien finalement avec le muscle. Alors, quand on parle de plasticité cérébrale, on parle de quoi? On parle vraiment de la capacité donc, du cerveau à créer, à défaire et à réorganiser ses réseaux de neurones et surtout les connexions entre les neurones. Je vais vous détailler un tout petit peu après. C'est aussi la capacité du cerveau à changer sa structure et ses fonctions. Donc, on n'est pas sur des petites modifications un petit peu à la marge. Non, non, c'est quelque chose de complètement fondamental tout au long de la vie. Ça, c'est important de le retenir. Et en plus, bien entendu, souvent on associe plasticité cérébrale et mémoire, apprentissage, mémoire, ce qui est tout à fait juste d'ailleurs, mais ça va bien au-delà de nos capacités, entre guillemets, mnésiques. Pourquoi? Parce que finalement, nos expériences de vie, elles nous façonnent, c'est notre identité, nos comportements, et aussi, comme vous le savez peut-être, en tout cas vous allez le voir, c'est notre santé. Et quand on parle de plasticité cérébrale, en fait, elle se fait à tous les niveaux et tout au long de la vie. On va parler de plasticité au niveau donc des chimiques, des molécules, effectivement, on va en reparler, des cellules, des réseaux de neurones et du comportement. C'est-à-dire qu'un apprentissage, si demain vous commencez à apprendre une activité physique, à danser, je sais pas, le tango, il y aura un comportement qui va se modifier, s'adapter, mais avec ce comportement, il y a tous les aspects cellulaires, moléculaires et des réseaux de neurones qui se seront connectés pour pouvoir vous rendre apte finalement et acquérir cette nouvelle compétence. Avec aussi quelque chose qu'il va falloir à un moment donné, et c'est là où c'est important de réaliser qu'on a un peu en main quand même notre santé, notre cerveau, c'est-à-dire que tout au long de la vie, à partir de l'âge adulte et finalement à un âge pas si avancé, on a quand même un certain tendance au déclin des fonctions cognitives. On ne garde pas un plein potentiel toute la vie et à partir, alors ça peut dépendre de pas mal de facteurs, mais globalement on va dire 40-50 ans, on commence quand même à décliner. C'est-à-dire il y a des choses qui sont moins fluides, des choses qui sont moins efficaces, c'est tout à fait normal, on est dans la norme. Voilà. Et quelque part, on va avoir à choisir un peu notre style de vie tout au long de la vie. Soit on choisit, entre autres, l'activité physique, mais pas que. Aujourd'hui, c'est le sujet du jour, donc on parlera d'activité physique, mais il y a bien d'autres choses dans la vie qui vont vous faire prendre le choix de la voie de la plasticité, finalement, un peu tout au long de la vie. Ou alors le côté, par exemple ici illustré, plus sédentaire, qui va vous faire aller tout doucement mais sûrement vers le vieillissement. Même si tous on va vers le vieillissement, on peut y aller de manière assez différente en fait. Voilà, et c'est ça un petit peu l'idée. Alors pour comprendre cette plasticité, on peut partir déjà en fait c'est ce qu'on a étudié en premier. Depuis très très longtemps, le cerveau, c'était les neurones. Donc on va commencer par ça et on a depuis pas mal évolué. Mais effectivement, on a environ 90 milliards de neurones. Un neurone peut avoir jusqu'en moyenne 10 000 connexions et on a 1 million de milliards de synapses, ces petits contacts entre deux neurones pour qu'ils puissent passer l'information. Une caractéristique des neurones, deux propriétés qu'on ne retrouve pas dans les autres cellules de notre corps, ce sont des cellules excitables. Si on les excite, elles vont transmettre et elles vont transmettre de l'information. Ça, c'est vraiment la caractéristique donc des neurones. Et donc, du coup, un neurone, donc ici illustré un neurone, celui qui est à gauche, qui est le premier neurone, qui va passer de l'information sur celui de droite, avec en fait au milieu, je ne sais pas si c'est très visible, notamment pour ceux qui sont au fond, un contact. Parce qu'en fait, la transmission de l'information dans le cerveau, c'est électrique, c'est un signal électrique. Mais au passage entre deux synapses, il y a un petit trou, ce qu'on appelle une synapse. Donc, comme l'électricité passe pas l'espace, du coup, c'est la chimie qui prend le relais. Et donc, du coup, on a donc une synapse chimique pour l'essentiel, qui va, elle, subir pas mal de modifications, en particulier en lien avec l'activité, la plasticité, ce que vous faites en fait dans votre vie. Et en fait, toutes vos activités, qu'elles soient physiques ou pas, vont permettre le renforcement de certaines synapses, okay, ou en fait d'en créer de nouvelles. Et en fait, c'est la base en particulier de tout ce qui est apprentissage et mémoire. Le deuxième élément fondamental qui a fait l'objet de plein de débats, pendant des années, on a pensé qu'à l'âge adulte, on ne fabriquait pas de nouveaux neurones. C'était une des caractéristiques d'ailleurs donc du cerveau.
Or, après pas mal de débats, les études ont commencé, on a montré ça chez l'animal. Il a encore fallu attendre 10 ans, 20 ans. Enfin, les gens ne voulaient pas imaginer. Mais en fait, on fabrique des nouveaux neurones tout au long de notre vie. Ça s'appelle la neurogénèse. Et cette neurogénèse, alors elle n'est pas massive, hein. Vous ne remplacez pas du tout tous vos neurones, ça n'a rien à voir avec les autres cellules du corps, mais elle est importante et elle répond extrêmement bien en particulier à l'activité physique. C'est qu'on a en fait deux zones dans le cerveau qui vont fabriquer tout au long de la vie des neurones. C'est la zone ici en rouge au niveau du lobe temporal. En rouge, c'est l'hippocampe, une zone dont vous avez peut-être entendu parler, qui est notamment essentiel pour tout ce qui est les activités d'apprentissage et de mémoire. Et de l'autre côté, découvert plus récemment une petite zone qui est en dessous du ventricule qui est en bleu. Les ventricules dans le cerveau, c'est là où circule le liquide céphalorachidien. Et donc là, on a les bulbes olfactifs qui bénéficient de nouveaux neurones tout au long de la vie. Et donc, du coup, voilà, formation de nouveaux neurones, ça, c'est comment le cerveau s'adapte finalement à nos expériences de vie. Alors, quand on pensait à la plasticité chez l'adulte, parce que la plasticité du développement, ça, tout le monde a toujours été d'accord, enfin, etc. Par contre, on a voulu à un moment donné, en recherche, démontrer, les chercheurs sont intéressés à la plasticité chez l'adulte, donc quelque chose qu'il n'a pas fait quand il était petit, qui n'a pas déjà façonné son cerveau. Et donc, on s'est intéressé à ce qu'on a appelé le cerveau expert. Donc, on a mis des sujets à apprendre le jonglage, par exemple, ou des gens qui commençaient une activité physique, et on a regardé leur cerveau. On a, depuis maintenant quand même 20-30 ans, des outils d'imagerie qui permettent de mettre les sujets dans une IRM, imagerie par résonance, et de regarder la structure. Donc, on mesure le volume. Donc ça s'appelle la plasticité structurale, en fait, qui va se modifier avec nos expériences. Par exemple, vous commencez 6 semaines de jonglage, on va regarder votre cerveau avant et on va regarder votre cerveau après. Okay, et on peut aussi regarder la fonction, c'est-à-dire comment en fait l'activité du métabolisme s'est ajustée. Okay, donc ça, ce sont deux outils précieux qui ont permis clairement de montrer que quand on rentre dans une nouvelle activité, on a une augmentation du volume des régions qui sont sollicitées. Je pense à une étude sur le jonglage. Donc, en fait, ils avaient mesuré une augmentation du volume dans les zones visuelles et les zones des mains, en fait, des bras, okay, motrices correspondant aux mains. Et donc, du coup, ces modifications, donc ces neurones, donc on a une augmentation du volume et l'activité qui va avec, puisque bien sûr, c'est un nouveau réseau sollicité. Chose très importante, quand on arrête, par exemple, de jongler, on va perdre les connexions qu'on a créées. Donc la plasticité, c'est très important, mais ce n'est pas forcément une catastrophe. C'est-à-dire, quand je vous dis que c'est tout plastique et que ça change tout le temps, c'est que vous rentrez dans une activité, vous modifiez votre cerveau, qu'on peut mesurer, quantifier, mais si vous arrêtez, vous perdez. Et d'ailleurs, on a tous fait, je ne sais pas, une activité spécifique, je ne sais pas, vous avez peut-être joué au tennis, vous avez peut-être fait du violon, du piano, et vous avez arrêté pendant 30 ans, 40 ans, vous avez donc perdu cette fluidité que vous aviez dans les mouvements, etc., parce que vous avez perdu les connexions. Mais heureusement, vous avez fait plein d'autres choses dans votre vie, donc ce n'est pas forcément grave de plus savoir jouer du violon si vous n'en faites pas. Vous voyez? Donc en fait, c'est quelque chose de complètement réversible et qui s'ajuste à ce dont on a besoin dans notre quotidien. Okay, donc, un des adages dans le cerveau, c'est forcément, on l'utilise ou on perd. Alors, pas tout le cerveau, hein, je vous rassure, mais en fait, c'est cette idée. Si vous voulez entretenir une compétence, bah, il faut y aller, quoi. Si vous arrêtez, vous allez la perdre. Mais en même temps, on ose espérer que vous êtes peut-être parti dans d'autres activités. Donc, du coup, votre cerveau va peut-être très bien. Alors, pour sortir donc du neurone, donc ça, c'était la partie plus autour des neurones et ça occupait beaucoup. Et là, par contre, on est convaincu que l'activité physique, entre autres, mais plein d'autres choses, vont modifier ces réseaux de neurones, etc. Par contre, on a oublié complètement, parce qu'on n'avait pas vraiment les outils pour mesurer, tout un autre paquet de cellules qu'on a dans le cerveau dont on a pensé qu'elles ne servaient pas à grand-chose. C'est ce qu'on appelle les cellules gliales. Or, on en a quand même presque 120 milliards. Donc quand même, à un moment donné, les chercheurs se sont dit qu'on va peut-être aller chercher plus qu'un tissu de soutien. Et effectivement, on l'appelle la face cachée de notre cerveau parce qu'on l'a complètement ignoré pendant des dizaines et des dizaines d'années. Maintenant, on a compris. Et là, je vous montre une illustration donc, de ces autres cellules qu'on a dans le cerveau et qui ont un rôle fondamental pour la santé du cerveau. Ce sont ici, par exemple, les astrocytes, qui sont des espèces de cellules étoilées, qui font en fait le pont. Vous retrouvez en orange nos deux neurones, là, avec le contact entre les deux neurones. En fait, l'astrocyte va à la fois faire un pont avec les vaisseaux sanguins, je vais vous en reparler de leur importance, et avec le neurone, et moduler l'activité au niveau de ces neurones. Deuxième cellule, les oligodendrocytes, qui forment la myéline, la gaine de myéline qui entoure donc les axones des neurones. C'est elle qui gère la vitesse de passage d'informations. Une maladie de la myéline que vous connaissez probablement, où la myéline se dégrade, c'est la sclérose en plaques.
où l'information se ralentit, c'est la myéline. Et le dernier type de cellule, c'est la microglie. Alors la microglie, c'est des petites cellules fondamentales parce qu'elles surveillent toute l'immunité. C'est l'équivalent des macrophages qu'on a pour lutter contre les virus, les bactéries. On a l'équivalent dans le cerveau. Et ces petites cellules, elles surveillent en fait l'état du cerveau. Elles s'occupent d'avaler, entre guillemets, tous les déchets, effectivement, du métabolisme, les synapses qui sont plus utilisées, tout ce qui ne sert plus à rien. Et en même temps, elles surveillent, elles vont aider à la réponse anti-inflammatoire. Donc, ces cellules, voilà, donc elles régulent la plasticité des neurones, elles sont très très proches de cette activité neuronale et on peut former des nouvelles cellules gliales avec l'activité, avec ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle la gliogénèse. Et on avance toujours, on est toujours dans le cerveau, les vaisseaux sanguins, 650 km de vaisseaux sanguins qui transportent l'oxygène et le glucose. Et donc, cette unité qu'il y a entre les vaisseaux qu'on voit ici, le vaisseau avec la lumière du vaisseau, on retrouve l'astrocyte qui fait vraiment le pont, mais vraiment physiquement, hein, c'est vraiment comme ça, avec un pied d'un côté du vaisseau pour prendre ce qu'il a dans la circulation et de l'autre côté pour passer en fait les métabolites aux neurones. Et donc, cette unité neurovasculaire, elle est donc essentielle. Parce qu'en fait, elle va suivre l'activité des neurones. Vous aurez compris que le cerveau fonctionne avec un top d'énergie, un besoin énergétique tout le temps. Cette énergie, elle est apportée par la circulation sanguine. Donc, du coup, dès qu'il y a une demande, vous démarrez une activité, que ce soit vous commencez à courir ou que ce soit vous commencez, je sais pas, à lire, enfin faire quelque chose qui vous prend un petit peu la tête, cognitif ou autre. Vous allez donc, du coup, hop, augmenter l'activité des neurones. Du coup, les vaisseaux, il faut qu'ils s'adaptent pour apporter plus de substrat. Et en fait, on a un mécanisme où les vaisseaux s'adaptent à la demande en formant, y compris des nouveaux vaisseaux, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle l'angiogénèse, qui répond extrêmement bien aussi à l'activité physique, qui va nous irriguer parfaitement bien le cerveau. Et ça, c'est fondamental. Et je terminerai la plasticité avec ce couplage entre le métabolisme et l'activité. Ça, la santé de notre cerveau, elle dépend complètement de la qualité de nos vaisseaux sanguins et du lien qu'il y a entre les astrocytes qu'on retrouve ici en vert, le vaisseau en rouge, toujours l'astrocyte en vert qui fait le lien et qui fournit notamment du lactate comme substrat. Donc c'est l'astrocyte qui va prendre le glucose et l'oxygène et qui va passer en relais aux neurones, en particulier du lactate. Et donc ce système-là est extrêmement performant et s'adapte microseconde par microseconde à l'activité localement des besoins donc du cerveau. Donc ce qui est vital, c'est l'apport continu en glucose et en oxygène. Ce qui est donc vital, c'est la santé cardiovasculaire. Et le cœur et le cerveau ont besoin de fonctionner main dans la main, parce que si le cœur fonctionne plus bien, les vaisseaux vont commencer à s'atrophier, etc., à s'épaissir, et c'est là où on va avoir une accélération en particulier dans le vieillissement du déclin cognitif. Et je terminerai par une petite organisme ou organelle qu'on a dans toutes nos cellules de tout notre corps, la mitochondrie. Les mitochondries, ça ressemble un petit peu à ça, ce qui est illustré ici en haut. C'est vraiment on appelle les petites usines de la vie. En fait, c'est des organelles qu'on a, en fait, c'est partout. Donc ici, je l'ai illustré sur un neurone, mais on a la même chose dans toutes les cellules. Autour du noyau, on en a plein, c'est les petits trucs verts. Mais on en a aussi le long de l'axone et elles vont aller se mettre. Pourquoi? Parce qu'elles fournissent l'énergie immédiatement quand le cerveau en a besoin, très précisément. Et donc, du coup, cette régulation par et l'ATP ou la désodine triphosphate, pardon, c'est la molécule universelle de l'énergie cellulaire. Ça fonctionne comme ça. Et donc, du coup, il y a une régulation de cette plasticité à la fois des neurones et de la glie, qu'on appelle, avec les mitochondries qui jouent aussi leur rôle, ce qu'on appelle la neuroénergétique, en fait. Et en plus, les mitochondries sont extrêmement plastiques, c'est-à-dire qu'en fait, elles se modifient, elles s'allongent, elles se coupent, elles en créent des nouvelles, elles augmentent leur efficacité de production d'énergie partout là où il y en a besoin. Donc, c'est vraiment un organisme essentiel. Donc, pour résumer cette plasticité, la plasticité cérébrale est vraiment fondamentale. Elle est multifacette, tout est complémentaire. Bien entendu, il y a, pour que ça fonctionne bien, là je suis allée assez vite, tout plein de molécules chimiques, des hormones, des neurotransmetteurs, des facteurs neuroprotecteurs qui accompagnent cette plasticité, dont la plupart en fait sont générés en particulier par l'activité physique. Et alors qu'on sait que ce qui va être très toxique pour le cerveau et la plasticité du cerveau, ça va être le stress chronique, ça va être l'inflammation,
ça va être les troubles du sommeil. On a toute une liste de choses. Et c'est là où on espère vous convaincre un peu que l'activité physique, le muscle, le rôle du muscle, l'activité physique, est tout à gagner pour la santé du cerveau et votre santé en général. Je passe la parole aux muscles. Voilà, c'est moi. Alors, muscle squelettique, on va effectivement compléter, toujours en parlant de plasticité musculaire et déconditionnement. Vous le voyez ici à l'écran, donc on a des muscles, par exemple les muscles de l'épaule et du bras, et vous le voyez, si on ne fait rien, ou même avec l'âge, effectivement, à part à ce moment-là de sarcopénie, eh bien on a cette tendance naturelle à partir de 35-40 ans à perdre du muscle. Mais bien évidemment, si on fait de l'activité physique, on peut maintenir bien mieux la masse musculaire, même si, quoi qu'on fasse, on va quand même perdre du muscle au fur et à mesure des années. Ah, mais si on fait de l'activité, on va pouvoir maintenir, et c'est ce dont on va parler. Alors le muscle squelettique, on a fait ici, vous avez le faisceau musculaire, et si on fait une coupe de ce muscle, eh bien on se retrouve ici avec comme du jambon, hein, des coupes histologiques, ici avec à chaque fois des fibres musculaires. Alors les fibres musculaires sont aussi des cellules excitables, hein, d'ailleurs. Elles ont aussi cette capacité à se contracter sous l'effet d'un motoneurone. On retrouve des neurones qui sont spécifiquement spécialisés pour apporter l'information jusqu'au muscle, pour le dire, et pour l'obliger en effet à se contracter. Donc on a ces petites fibres qui sont des très grandes cellules qui sont polynucléées. Il y a beaucoup de noyaux que vous voyez sont en périphérie de la fibre musculaire, donc vous avez un certain nombre. Vous voyez il y en a qui sont un peu plus foncés que d'autres, c'est parce qu'en fait on a différents types de fibres musculaires. On a ce qu'on appelle des fibres lentes et des fibres rapides. Les fibres lentes, c'est typiquement ce qu'on va trouver chez un sportif marathonien, hein, qui est endurant, et les fibres rapides, c'est chez les sprinteurs ou les sportifs qui font de l'haltérophilie. Donc on a des profils quand même très différents, et on voit bien aux Jeux Olympiques aussi que, en fonction des ethnies, eh bien on a des caractéristiques différentes. Donc on voit bien qu'il y a un lien aussi avec la génétique derrière, qui fait qu'on n'est pas tous égaux par rapport aux caractéristiques de nos fibres musculaires. Donc ça, c'est quand tout va bien. Alors on retrouve ici effectivement aussi nos usines à énergie, comme le disait Anne, donc ces petites mitochondries, hein, qui produisent l'énergie nécessaire à l'activité physique. Et puis ici, c'est ce qui caractérise ce schéma à droite, hein, sans rentrer dans les détails. On a des différents types de filaments qui permettent la contraction, hein. C'est une cellule très particulière qui est composée de protéines qui permettent justement de développer une certaine force et de bouger à travers l'espace, bien sûr. Et on va voir que ça change pas mal en fonction évidemment de si on fait ou non de l'activité physique. Donc par exemple, si on parle de déconditionnement musculaire, et c'est aussi vrai quasiment la même chose finalement dans le vieillissement, quand les deux sont ensemble, bien évidemment ça va encore plus vite. Ici, prenons l'exemple d'une baisse de l'activité contractile, donc c'est quand on est sédentaire. Qu'est-ce qui se passe au niveau du muscle? Déjà, globalement, vous le voyez, hein, la taille du muscle, c'est plus du tout la même. Autant le cerveau, je pense qu'on garde à peu près la même taille. Autant le muscle, c'est évidemment quelque chose qui est visible, même s'il y a des changements aussi qualitatifs dans le muscle, il n'empêche que très clairement, hein, on perd en taille, on perd du muscle, et on peut le voir quand on le voit dans la glace. Au fur et à mesure du temps, malheureusement, on voit apparaître, et encore plus lorsqu'on manque d'activité physique. Le problème là-dedans, quand on ne fait pas suffisamment d'activité physique, c'est qu'il va s'instaurer globalement et dans le muscle une inflammation, ce qu'on appelle une inflammation chronique de bas grade, avec des molécules, sans rentrer dans les détails, simplement ici c'était pour vous montrer un peu que c'est effectivement assez complexe, qu'il y a beaucoup de recherches, qu'on en apprend tous les jours sur différents acteurs qui participent et qui expliquent pourquoi est-ce que, en baissant l'activité physique, on augmente l'inflammation, on met en route des facteurs, on active et on fabrique des protéines, ici comme l'atrogine 1, qui font que vous allez avoir, grâce à des acteurs comme le protéasome, qui est un ensemble de protéines, on va comme ça avoir une dégradation des protéines contractiles, hein. C'est schématisé ici. Vous avez ici une belle protéine, et sous l'effet du protéasome, suite à l'inflammation, eh bien, vous avez comme ça une dégradation de ces protéines. Donc là encore, on peut se poser la question, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'en faisant de l'inactivité, sans faire de l'activité physique, on a cette dégradation, hein? Et ça s'explique, pareil, si on en revient à nos ancêtres. Finalement, c'était quoi les seules situations où nos ancêtres, ils arrêtaient l'activité physique? C'était quoi chez eux? Ouais, mais ça c'est normal, on va dire, hein, bien sûr. Et à côté de ça, quand est-ce qu'ils bougeaient plus? Ah.
Levez la main peut-être, parce que sinon j'ai... Pardon? Ouais, malade. Hein, donc, oui, alors ça c'est la technologie, donc ça c'est à cause du cerveau, effectivement, vous avez raison. Euh, c'est quand ils étaient fatigués, lorsqu'ils étaient malades et blessés beaucoup. Donc ça, c'était des situations où le diagnostic vital était en jeu. Donc là, il fallait réagir vite. Et un des mécanismes, c'était l'inflammation. On mettait en route l'inflammation, qui était une façon finalement de lutter contre la blessure. Et pour dire, bah, j'ai mal, maintenant il faut que tu t'arrêtes. Il faut, ok, il y a de l'eau à chercher, il y a le sanglier à chasser, mais maintenant il faut s'arrêter, il faut se soigner, il faut reprendre. Et ça, c'était le rôle de l'inflammation. De nos jours, on se met devant notre télévision, on envoie ce signal à notre organisme et du coup, lorsque c'est un peu trop chronique, cette inactivité physique, eh bien, on active aussi ces mécanismes de l'inflammation qui, à l'époque, pendant des milliers d'années, étaient bénéfiques. De nos jours, on a toujours cette inflammation. On détruit du coup des protéines. Quand on détruit les protéines, en fait, on donne des acides aminés qui génèrent une meilleure immunité, qui donnent de l'énergie aux autres organes qui vont en avoir besoin pour survivre en fait. Donc tout ça, ce sont des mécanismes qui se mettent en route, bien malgré nous, lorsque on est tranquillement de nouveau dans notre télévision ou même au bureau en train de travailler devant notre ordinateur, etc., etc. Donc si on regarde en coupe histologique nos fibres musculaires, eh bien vous l'avez compris, hein, au fur et à mesure du temps, lorsqu'on est inactif, eh bien vous le voyez bien, on diminue. C'est en fait toutes les petites fibres musculaires hein, qui diminuent en taille, remplacées en plus de ça par du matériel qui est non contractile, par exemple les mécanismes de la fibrose hein, qui s'installent un petit peu partout, aussi des infiltrats graisseux, c'est-à-dire que on remplace des protéines contractiles par de la graisse. Alors que dans le muscle, c'est pas vraiment l'endroit où on veut avoir de la graisse, hein, ok, pour avoir un petit peu de réserve en cas de coup dur lorsqu'on est un petit peu malade, mais il n'empêche que c'est pas du tout l'endroit dans le muscle squelettique. Et évidemment, on perd par dégradation des protéines, on perd cette faculté du coup à se contracter. D'où la perte de force musculaire qui s'instaure. Alors ça s'arrête pas là, hein, on a aussi une perte en termes de petits capillaires, donc c'est ce que vous avez en rouge, hein, l'ensemble des cellules musculaires, elles sont irriguées grâce à ces petits vaisseaux qui apportent de la même manière que dans le cerveau l'oxygène et puis les nutriments, le glucose notamment, ce qui permet évidemment de maintenir en bonne santé les fibres musculaires. Là, le muscle ne sert plus à grand chose, donc c'est pas la peine d'avoir beaucoup de capillaires, du coup, pareil, on perd des capillaires. Et au niveau énergétique, même tableau, les mitochondries, elles ne servent plus à grand-chose puisqu'il n'y a pas de stimuli qui font que on active ces fibres musculaires. Du coup, on divise par deux, voire on divise par trois la quantité d'usine à énergie, donc la quantité de mitochondries. Donc ça, c'est quelque chose qui en plus va très vite, beaucoup plus vite que le reste d'ailleurs. En 4-5 jours déjà, on perd assez vite des mitochondries, ce qui est un problème dans le sport de haut niveau, puisqu'effectivement, quand on est blessé, ben, assez vite, finalement, on perd ces mitochondries. Bonne nouvelle, on va les garder, on va les récupérer aussi d'une manière assez efficace en faisant de l'activité physique. L'activité physique, parlons-en, hein, puisque là c'est le côté positif. Hein, bien évidemment, il faut rester positif. Lorsque on fait de l'activité physique, eh bien, on active nos muscles et ça nous permet de maintenir une bonne force musculaire, ça permet de maintenir une bonne énergie, hein, qui se traduit toujours, si on revient sur notre coupe histologique, par une augmentation du nombre de capillaires. Donc ça, c'est super. Une meilleure oxygénation de nos muscles squelettiques et puis une augmentation également on va dire, de la quantité de protéines contractiles, donc on récupère également la force musculaire. Donc ça, on en parlera un peu, mais c'est typiquement dans des exercices d'endurance, aussi de musculation, de renforcement musculaire. Tout ça, ça permet d'augmenter à la fois les mitochondries et puis aussi les protéines contractiles pour maintenir la force musculaire. Donc pareil ici, vous l'avez compris, on peut très bien passer de 1 mitochondrie à 3 mitochondries. On fabrique, donc c'est là encore, on commence à bien comprendre comment ça fonctionne. C'est aussi complexe, mais il n'empêche que, in fine, on est capable d'augmenter comme ça ces petites mitochondries en faisant de l'activité physique, donc surtout de l'endurance ici. Hein. Bien sûr, si on fait que de l'haltérophilie, hein, que de la musculation, on va quand même beaucoup plus faire de la force et beaucoup moins des mitochondries, et inversement. Hein, si vous allez courir dans vos muscles de vos jambes, vous allez essentiellement quand même augmenter les mitochondries et puis quand même renforcer un peu la structure, mais vous n'allez pas avoir une augmentation énorme de la masse musculaire si vous faites que marcher et courir. Mais par contre, pour le système cardiovasculaire, bien évidemment, c'est ce qu'il y a de mieux.
Alors ici, très intéressant, puisque je pense que c'est important de le noter ici, si on compare des populations différentes, des personnes qui ont tout le long de leur existence fait de l'activité physique comparativement à des personnes qui sont sédentaires. Alors première chose, hein, que ce soit les sujets entraînés ou les sujets sédentaires, comme je vous l'avais dit, à partir de 30-40 ans, on commence à diminuer nos capacités d'endurance. Alors bon, ici c'est schématique, hein, c'est vrai que si on fait de l'activité physique, on ne va pas forcément baisser dès 20 ans, bien sûr, notre endurance, mais quand même globalement, vous l'avez compris, avec l'âge, on diminue nos capacités. Mais ce qui est quand même extrêmement intéressant, c'est que vous le voyez, une personne sportive de 80 ans, eh bien, elle va avoir les mêmes capacités d'endurance, hein, ce qui est donné ici en consommation d'oxygène maximale, eh bien, à 80 ans, on a les mêmes capacités qu'un sujet sédentaire de 50 ans. D'accord? Donc vous le voyez, et ça c'est une étude scientifique, hein, c'est pas qu'une seule, c'est beaucoup d'études qui démontrent cela, hein, donc qui démontre bien toute l'importance. Alors le sport, on n'est pas obligé de commencer à 20 ans, on peut le commencer à 60 ans, 65, 70 ans. On retrouve aussi à ce moment-là, c'est pas sur cette étude, mais évidemment, on va gagner, hein, puisque si on est sédentaire à 70 ans, vous faites de l'activité physique, ça va augmenter, hein. Ok, l'âge vous fait diminuer, mais ici, vous allez pouvoir monter votre VO2 max, qu'on appelle ici, hein, donc la capacité d'endurance, elle va très clairement augmenter. Après, évidemment, au fur et à mesure, si vous maintenez l'activité physique, vous allez aussi perdre un petit peu parallèle, mais évidemment, il va y avoir un rebond ici qui est extrêmement intéressant, hein. C'est pas une fatalité, on peut commencer l'activité physique à n'importe quel âge. Évidemment, de façon en fonction évidemment de son point de départ et de son âge, mais on peut faire toujours plus à n'importe quel âge. Alors, si on parle de la force, eh bien, on retrouve un peu ce que Anne vous disait au niveau du cerveau, hein, c'est que si on n'utilise pas nos muscles, eh bien, on le perd. La force musculaire, elle va être perdue. Et là encore, de la même manière, vous le voyez, une personne qui s'entraîne en force. Donc, s'entraîner en force, ça veut dire faire du renforcement musculaire, hein, c'est prendre des petits haltères et puis faire des exercices. C'est pas non plus soulever des montagnes, hein, bien sûr, mais c'est typiquement des exercices où on utilise un petit peu tous les muscles de notre corps, que ce soit les bras ou les jambes. Et à ce moment-là, eh bien, vous le voyez, là encore, à 80 ans, vous avez la même force musculaire qu'une personne de 56 ans. Hein, donc c'est d'autant plus intéressant qu'on peut parler de seuil de fragilité, où à 80 ans, si on n'a pas fait d'activité physique depuis des années, eh bien, on a un risque extrêmement accru de chute qui vont être à l'origine derrière d'autres problématiques. Évidemment, on peut se casser le col du fémur, etc. Et là, on va se retrouver alité, on va perdre du muscle, et donc on est dans une méchante spirale de déconditionnement qui va s'accentuer du fait de là d'avoir effectivement la blessure. Et l'alitement, évidemment, entraîne une chute de la force musculaire qui est importante et très rapide. Voilà, bah, je vais relaisser la parole au cerveau. Merci pour le cerveau. Donc là, c'était juste le point, c'était de vous montrer, je vous ai parlé du déclin des fonctions cognitives. Alors cette figure, elle vous montre en ordonnée les fonctions cognitives. La fonction cognitive, on peut l'évaluer avec différents types de tests, hein. C'est quelque chose qui est très routinier, qui peut être faible à haute. Et donc, sur l'axe en horizontal, on va avoir l'âge. J'ai pas mis d'âge précis parce que là, c'est juste une figure qui illustre à peu près les trajectoires et qui a pour seul finalement objectif de vous montrer que globalement, si on regarde la courbe en bleu, on décline avec l'âge. Le problème de décliner, c'est un problème pour beaucoup de raisons et en particulier, c'est qu'à un certain moment donné, on va perdre de l'autonomie, on va rentrer dans des capacités qui sont plus suffisantes pour avoir une vie, je dirais, un peu autonome, peut-être où on puisse se sentir bien. Et en fait, on a donc toute une convergence de données qui montre quand même clairement que ceux qui font de l'activité physique, mais je reviens, il n'y a pas que l'activité physique, mais comme c'est le sujet du jour, on parle d'activité physique. Si vous faites de l'activité physique tout au long de votre vie, ça c'est la courbe du haut, vous voyez que vos capacités cérébrales cognitives diminuent d'ailleurs moins et restent beaucoup plus élevées. Et donc, même si vous déclinez avec l'âge, parce que c'est normal, vous gardez une bonne marge par rapport à cette autonomie, cette capacité de faire des projets, enfin de se sentir un petit peu autonome. La bonne, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez commencer l'activité physique tard. Donc, il y a aussi toute une partie des études qui s'intéressent à ça. Des gens qui, à 50 ans, même 60, se disent « Oups, il faudrait peut-être que je m'y mette ».
Et en fait, c'est ce que disait Geoffrey, on peut s'y mettre à tout âge, le plus tôt c'est le mieux, ça c'est sûr, mais on récupère des capacités cérébrales avec l'activité physique. Et en fait, on va voir un petit peu en avançant voilà, comment ça marche. Et toujours cet adage, il faut l'utiliser son cerveau, il faut utiliser ses muscles, sinon on avance, mais pas tout à fait dans la bonne direction. On peut faire mieux en tout cas. Et alors, le dialogue, je vois qu'on n'est pas en avance du tout. Il va falloir qu'on court un peu. Bon. Donc, on va essayer d'être un peu plus, voilà. Donc, du coup, cette idée donc de mettre en place un cercle vertueux, donc c'est un challenge, soyons clairs. Mais donc, quel rôle jouent justement ces deux organes avec donc comment le muscle envoie des signaux positifs au cerveau et comment le cerveau envoie des signaux positifs donc au muscle pour que tout ça finalement fonctionne un peu en harmonie. Alors évidemment, je l'ai dit et je le redis, le cerveau, c'est quand même le chef. Geoffrey, il n'est pas tout à fait d'accord, mais si quand même, je crois que je l'ai peut-être un peu convaincu. Soyons clairs, les deux sont importants, mais quand même, celui qui vous fait partir, ça commence par le cerveau. Après, il faut que le reste suive, mais bon, ça commence par le cerveau. Donc du coup, ce cercle vertueux, alors en fait, on a quand même des systèmes dans le cerveau qui sont intéressants, c'est-à-dire que quand vous allez vous mettre à faire de l'activité physique, le cerveau va en fait envoyer, produire en tout cas un certain nombre de molécules que vous connaissez peut-être, j'en cite 4, mais on pourrait dire que c'est les plus souvent cités reconnus, dopamine, sérotonine, endorphine, ocytocine. Alors ça veut dire quoi? C'est ce qu'on appelle les hormones de l'effort, mais aussi les hormones du plaisir d'ailleurs, dans un domaine en dehors de l'activité physique. On appelle ça les molécules du bonheur. Alors rapidement, la dopamine, c'est vraiment l'un neurotransmetteur qui est le rôle clé dans tout ce qui est motivation, plaisir, récompense, mais aussi la mémoire. Les fonctions exécutives, je vous en reparle après, elles sont fondamentales. C'est aussi avec la dopamine qu'on est sur un système qui nous fait vraiment partir, qui nous donne de l'énergie, de l'envie, mais aussi le sommeil est régulé par la dopamine. Et on a un circuit un petit peu à part de dopamine qui, elle, va concerner le système moteur atteint dans la maladie de Parkinson. Donc en fait, on a plusieurs circuits dans le cerveau qui utilisent la dopamine et on en a un bien sûr qui est moteur, contrôle du mouvement et qui est atteint malheureusement dans la maladie de Parkinson. Donc dopamine, un seul mot, la récompense. Deuxième, la sérotonine. Sérotonine, c'est vraiment, donc on appelle ça le bonheur, bon, entre guillemets, bien entendu. La sérotonine, c'est aussi un neurotransmetteur, donc synthétisé au niveau donc, des synapses certaines, stabilisateur de l'humeur, mais qui régule aussi bien notre veille-sommeil, qui a un rôle aussi dans la douleur, en particulier en lien avec l'activité physique, et c'est aussi apprentissage-mémoire. Probablement que vous savez que dans la dépression, une partie des médicaments antidépresseurs utilisent des inhibiteurs de la recapture de sérotonine pour qu'on garde plus de sérotonine dans notre cerveau. Donc un lien très fort entre sérotonine et dépression. Les endorphines, ça c'est la relaxation, c'est des antidouleurs. Donc finalement, le cerveau, il n'est pas si mal fait que ça. Finalement, si on s'y met vraiment, au bout d'un moment, on va quand même finir par se sentir plutôt pas mal avec le relargage donc d'endorphines qui sont des mimétiques de la morphine, mais endogènes, produits donc par notre corps et notre cerveau. Antidouleurs, ça peut aller jusqu'à l'euphorie. Bon, pas toujours atteint, soyons clairs, mais en tout cas, c'est bien-être, sérénité. Et la dernière qu'on peut citer, l'ocytocine, alors qu'on a beaucoup cité, qu'on cite beaucoup dans le contexte maternel, mais c'est l'hormone de l'attachement. Vraiment, le lien social, la confiance, le bien-être. Intéressante, elle est synthétisée que quand on fait de l'activité physique en groupe. L'ocytocine, c'est pas soi tout seul. L'ocytocine, c'est le groupe, en fait. C'est les activités qu'on fait en groupe. Deuxième point fondamental, les fonctions exécutives. Alors, je vous ai parlé du néocortex et de l'apparition au cours de l'évolution de fonctions qu'on a dit de haut niveau. Les fonctions exécutives, c'est ce qui vous permet dans votre vie au quotidien de planifier toutes vos actions, tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous allez devoir mettre en place pour aller faire une action, c'est tout ce qui va vers un but. Et donc, elle se décline en une espèce de boîte à outils. Il y en a plein. Et en fait, la force de ces fonctions, c'est elles qui vont avoir un rôle clé dans le fait de se motiver pour y aller. On peut citer la mémoire de travail. Alors, la mémoire de travail, c'est une mémoire à court terme qui nous permet de maintenir en fait dans notre tête les informations au fur et à mesure qu'on en a besoin. Quelques minutes, pas plus. C'est une mémoire à court terme qui vous permet juste de suivre ce que je vous dis parce que vous n'avez pas oublié le début de la phrase quand j'ai fait la fin de la phrase. Pas besoin de garder ça pour les 3 heures qui viennent. Attention, concentration. Là, vous voyez bien, être capacité d'être attentif et de rester focalisé, ça va aider, notamment à planifier, aller dans une activité physique.
L'inhibition, fonction exécutive fondamentale, en fait, c'est ce qui va nous permettre de peut-être changer notre mode de vie, mais surtout, en fait, d'inhiber tout ce qui va pas bien dans notre vie, en particulier qui nous empêche de bouger, qui nous fait manger trop gras, qui fait qu'on ne résiste pas aux tentations. Ça, il va falloir inhiber certains comportements. Et ces fonctions d'inhibition, elles sont fondamentales. Elles se développent d'ailleurs assez tard donc dans la vie de l'adolescent. L'activation, en fait, cette fonction nous permet justement de se mettre en route, c'est-à-dire ça y est, j'y vais, je mets mes baskets, j'ai planifié, j'y vais. Okay. La flexibilité cognitive fondamentale, elle vous permet de vous adapter au changement de l'environnement. Il y a toujours un truc qui peut changer, vous avez prévu de faire un truc et puis tiens, ça change, il fait beau, il fait plus beau, et ben ça c'est pas grave, je peux m'adapter, je me dis bon, ça fait rien, j'y vais quand même. Donc cette flexibilité cognitive qui nous permet de changer est importante. Planification, organisation fondamentale, ça veut dire que vous planifiez vos séances. Je reviens sur l'activité physique. Vous êtes capable de, vous savez d'où vous partez, où vous allez, le temps qu'il va falloir, vous organisez votre vie de manière globale. Régulation des émotions, très important, parce que les émotions ne sont pas localisées là dans la partie préfrontale, sont localisées sur des structures plus anciennes, phylogénétiquement, en fait. Mais par contre, les émotions, il faut qu'on apprenne à les analyser. Il ne faut pas être, en fait, sujet de ces émotions en permanence et naviguer comme ça, mais vous devez être capable de se dire, bon, de les reconnaître, éventuellement de les nuancer pour continuer à avancer dans votre vie. Et en fait, le neurotransmetteur majeur du fonctionnement de ces fonctions, c'est la dopamine. Et en fait, l'idée, c'est qu'il faut absolument tout au long de sa vie, et notamment enfance, adolescence, important bien sûr, renforcer et stimuler ces fonctions. C'est aussi pouvoir changer son mode de vie. C'est ces fonctions qui nous permettent en fait d'y aller. Parce que le cerveau, vous aurez compris, le corps résiste quand même. Hein. L'effort, c'est coûteux. On a un mode de fonctionnement plutôt paresseux. Hein. Soyons clairs, le cerveau, c'est plutôt paresseux de base. Donc si vous n'y arrivez pas, et ces fonctions exécutives vont vous permettre, quand elles sont assez robustes, de changer d'habitude et de faire à peu près tout ce que vous avez besoin de faire dans votre vie. La très bonne nouvelle, elles sont extrêmement stimulées par l'activité physique. Elles ont été beaucoup testées chez les sportifs de haut niveau. Les sportifs de haut niveau ont des fonctions de capacité exécutive, ils sont extrêmement plus élevés que les sujets qui ne font pas d'activité physique et vice-versa. Avoir des fonctions exécutives qui fonctionnent bien vous permet justement d'y aller et de piloter un peu votre vie de manière un peu plus pertinente. Alors, si on part sur l'idée qu'on est programmé pour pas bouger s'il n'y a pas besoin, le moindre effort, si ce n'est pas utile, vous voyez qu'il y a quand même du chemin à faire pour mettre un certain nombre de gens, en particulier à l'activité physique. Donc, on a réfléchi un petit peu à des leviers. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Alors, une chose aussi, et je vous l'ai dit dès le début, le cerveau, donc il fait attention, il est économe en énergie, avec l'idée qu'il doit fonctionner et maximiser le résultat, la récompense. Donc, si on part sur ça, et là je vous parlais de cellules et de réseaux, mais si on parle du comportement, c'est clair qu'en fait, il va falloir, pour y aller, favoriser l'expérience positive. Si je vous dis, vous devez courir tous les jours 10 km, mais c'est parce que dans 10 ans, votre cœur ira mieux et que votre santé... Ben, peut-être que vous allez avoir du mal d'y aller, quoi. Enfin, franchement, vous allez vous lever le matin, vous n'allez pas être très motivé. L'idée, c'est qu'il faut qu'on travaille sur la sensation agréable. Le cerveau fonctionne comme ça, en fait. La punition, le truc négatif, c'est pas motivant. Et les gens abandonnent, en fait, très vite si c'est douloureux, si c'est pas facile, si c'est pas drôle, etc. Donc, c'est à nous d'être un peu créatifs et de trouver quelle activité déjà, peut-être avec qui, parce que l'interaction sociale est fondamentale. Si vous courez avec quelqu'un ou vous faites une activité de danse ou je sais pas quoi, il y a du monde, ça peut vous plaire. La musique aide bien. Soyons clairs, en musique, on oublie un peu. L'idée, c'est de détourner l'attention, parce que dès que c'est un peu compliqué, le cerveau, il se dit, j'arrête. Soyons clairs, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pour aller un peu plus loin, il faut trouver les conditions de l'environnement qui vous disent, bon, j'ai un peu mal aux jambes, c'est pas terrible, je m'ennuie, enfin bref, mais je continue, j'y vais. Donc, il faut trouver ça à chacun, hein, de créer un peu ça. Et puis, très vite, quand on commence à s'y mettre, pour ceux qui ne sont pas sportifs, peut-être l'envie de se sentir mieux, et on va sentir assez vite quand même certain bien-être, estime de soi, enfin, etc. De l'énergie, un peu plus de vitalité, une bonne humeur, parce qu'il y a un lien très clair entre activité physique et humeur, vous avez vu avec la sérotonine. Par contre, ce qui marche moins bien, mais sauf ceux qui ont une bonne structure psychique et des fonctions exécutives, high level, si je vous dis, peur de la maladie, on a certains biais dans le cerveau, notamment on en a un qui est extraordinaire, c'est le biais d'optimisme. Tout le monde sait que fumer est mauvais, que boire c'est très mauvais, mais moi, ça va aller. En fait, on a une extrême tendance à fonctionner comme ça. C'est-à-dire, je leur dis, oui, oui, mais je sais, cognitivement, on sait plein de choses, notamment par rapport à nos mauvaises habitudes de vie. Par contre, non, non, moi, je pense que ça va aller.
Donc sûrement, ça va aller. Et ce biais d'optimisme, il nous empêche justement. Enfin voilà quoi. Donc la peur de la maladie, c'est pas toujours un bon levier. Améliorer sa santé physique, mentale, oui, bon, ça vous parle, mais est-ce que c'est vraiment ça qui va me faire me lever et mettre mes baskets? Pas sûr. Voilà, ça dépend un petit peu des gens. Et peut-être ce que j'ai oublié de dire pour commencer comme levier, c'est peut-être vous ici aujourd'hui, c'est-à-dire la connaissance. Comment ça fonctionne, comment notre corps et notre cerveau fonctionnent, ça peut vous réconcilier, peut-être vous donner à la fois des idées, ne, peut-être ne pas s'affoler en se disant bah, tout est foutu pour foutu, c'est pas la peine que je me bouge. Bah non, il n'y a rien qui est foutu du tout, jamais. Ok. Donc finalement, peut-être que juste être là aujourd'hui et la connaissance, c'est déjà bien. Geoffrey, tu vois autre chose comme levier? Faut y aller? Non, c'est bon, on y est. On y est. Alors, effectivement, Anne a oublié de dire que Ah bah une voilà. des autres caractéristiques du cerveau, c'est qu'il est extrêmement égoïste, en fait. Oh, super. C'est ça le problème, c'est que si on fait pas attention, justement, il va avoir tendance à rechercher juste le plaisir, donc à émettre effectivement toutes ces molécules. Puis le problème, c'est que le cerveau, il faut pas qu'il oublie, notre cerveau, nous, il faut pas qu'on oublie, donc notre conscience, finalement, il faut pas qu'elle oublie mais qu'il faut faire, avoir un organisme qui fonctionne bien et les muscles, c'est 40% de notre organisme. Il faut absolument comprendre que le cerveau comprenne qu'il a besoin de ses muscles pour aller bien. Et il va bien lui rendre, parce que autant le cerveau il est égoïste, autant le muscle, lui, il est à notre service, il est sympa. Et à partir du moment où le chef, le cerveau, lui dit de se mettre à bouger, il le fait bien, il exécute les ordres du cerveau. Donc c'est pour ça, attends, là, on rigole un petit peu, mais c'est vrai qu'il faut vraiment comprendre ça et aller contre effectivement vers quoi on est attiré, c'est-à-dire juste le plaisir de se dire on est dans une société où maintenant on est juste à la recherche du plaisir. Ok, on bosse, on essaie d'avoir un boulot quand même sympa, mais après c'est juste une recherche du plaisir. Malheureusement, notre organisme il n'est pas encore fait comme ça et on a besoin il y a des choses dont qu'on ne peut pas ignorer. Donc là effectivement, je rejoins complètement Anne de ce côté connaissance. Il faut pas l'oublier, quoi, que nos muscles ont besoin de se mettre à l'activité pour aller bien. Et il va bien le rendre, hein, il va bien le rendre, ce muscle squelettique. On l'a ici. Il va émettre des molécules, donc on n'a pas le temps d'aller dans les détails puisque c'est l'heure et on va quand même discuter un petit peu ensemble. Il émet des molécules qui sont extrêmement bénéfiques pour tout notre organisme et notamment pour le cerveau qui va pouvoir eh ben, devenir effectivement s'adapter en termes de tout ce que vous a dit et raconté Anne, hein, donc émission de ces molécules, l'amélioration de tous des mécanismes de planification, d'organisation, régulation des émotions qui est bien meilleure lorsqu'on est actif, flexibilité cognitive, etc., etc. Et puis on l'a vu de l'autre côté, on a le muscle qui va beaucoup mieux, hein, il est bien plus fort, il est bien plus énergétique. Donc c'est tout ce qui tourne autour des adaptations qui se mettent en place grâce à cette activité physique. Donc on a les mots-clés comme énergie, on s'améliore, on progresse, on se motive au fur et à mesure. Et là, et les muscles, comme ils sont en pleine forme, eh bien, ils prennent du plaisir aussi à se mettre en route. Il y a plus aucun problème. Et voilà, et vous avez comme ça un cercle vertueux qui se met en place. Et au bout d'un moment, même le cerveau, hein, il va avoir ce besoin quand il va pas faire de sport pendant 2 jours. Il va se dire, ah, il y a un truc qui me manque, c'est quoi déjà? Eh ben, ça va pas être la pizza, ça va être de pas avoir fait son activité physique, hein, donc c'est très clair. Pour l'avoir vécu, à un moment donné, je fais beaucoup moins malheureusement, mais quand je faisais beaucoup de compétitions en course à pied, que j'allais courir 6 fois par semaine, effectivement, quand on ne le faisait pas pendant quelques jours, eh ben, c'était un vrai manque, quoi. Donc c'est un côté comme ça. Ça devient un vrai besoin, c'est une vraie routine hein, qui finalement se met en place au fur et à mesure, qui finalement permet d'avoir un plaisir qui est de plus en plus important. Donc, faut rester aussi dans la modération, hein, c'est comme l'alcool, c'est comme les pizzas, etc. Donc, faut pas non plus peut-être exagérer et faire forcément des marathons tous les mois, mais il n'empêche que encore une fois, c'est chacun à son rythme, mais c'est quelque chose qui est effectivement extrêmement important. Et globalement, ensuite, eh bien, on améliore comme ça la confiance en soi, ce côté fier de ce qu'on a effectué, hein, d'être sportif. Alors, si on discute avec des sportifs, souvent, ils parlent plus que de ça, effectivement, parce qu'ils sont très fiers de ce qu'ils font. Donc, c'est un peu le revers de la médaille, mais il n'empêche que voilà, c'est quand même quelque chose qui est globalement extrêmement, extrêmement positif. Voilà, on en arrive aux conclusions. Donc, des effets bénéfiques un petit peu partout. Donc, je Oui, laisse oui, Anne oui, conclure oui, rapidement, peut-être. Ouais. oui, tout rapidement en fait. Donc, si on résume un petit peu ce qu'on sait, donc là où on a vraiment de la littérature et des choses qui semblent montrer, on a fait beaucoup de choses aussi chez l'animal, hein. Il est clair on peut faire courir un animal qui adore plutôt ça. En fait, on s'intéresse beaucoup à l'activité physique pour comprendre les mécanismes. Et ce qu'on peut dire globalement, ce qu'on sait des études humaines et animales, c'est que c'est clair que l'activité physique améliore l'humeur,
Le sommeil aussi, on n'a pas le temps d'en parler, mais ça, c'est une thématique à part entière. Diminue le stress et l'anxiété, fondamental. La résistance à l'insuline et les maladies métaboliques qui vont avec. Diminue l'inflammation, augmente les facteurs de croissance, les nouveaux vaisseaux dans le cerveau qui vont irriguer mieux les vaisseaux dont le cerveau dont je vous ai parlé, augmente les capacités de mémoire et les fameuses fonctions exécutives où j'ai passé un tout petit peu de temps à vous en parler. Globalement, la santé globale aussi s'améliore, l'abondance et la survie de ces fameux nouveaux neurones qui vont donc du coup pouvoir en fait participer à tout. Le cerveau, c'est un acteur clé de notre santé globale vraiment tout au long de la vie. À toi. Les muscles, bah pareil, je vais pas tout répéter non plus. On l'a déjà, vous l'avez compris, on l'a vu ensemble, hein, des effets extrêmement bénéfiques, que ce soit au niveau du métabolisme, au niveau de la force de contraction, et puis au niveau cardiovasculaire, bien sûr aussi. Voilà, donc on va passer ici. Au niveau de la santé, on retrouve le schéma inverse de ce qu'on avait vu pour la sédentarité, bien sûr. Lorsque on est actif, lorsqu'on est sportif, eh bien, on diminue le risque d'hypertension, d'accident vasculaire cérébral, infarctus, différents types de cancers aussi, donc on est extrêmement protégé. Amélioration de la santé cardiovasculaire, et chose intéressante, on n'en a pas parlé, mais aussi espérance de vie, et dans des bonnes conditions en plus, hein, des études qui montrent une augmentation de l'espérance de vie entre 5 et 10 ans, donc c'est pas rien, et en plus dans de bonnes conditions, donc c'est vraiment ça vaut le coup, hein, il y a un retour sur investissement. Alors à l'échelle de l'individu, pas forcément, mais évidemment à l'échelle d'une population, de la population, c'est très clairement le cas. Voilà, aussi des problèmes d'ostéoporose, tout ça, et bien sûr, on tend aussi vers un poids de forme. Si on y met avec une bonne alimentation, on tend également vers son poids de forme. Voilà, donc on en revient là encore à notre petit schéma de départ. Donc, là, vous avez ici les fameux 10 000 pas, lorsque dès le matin, on peut marcher un petit peu plus du matin jusqu'au soir, faire des courses à pied. Pourquoi pas acheter un petit chien aussi? Je peux vous dire que lui, même s'il pleut comme aujourd'hui, il va vous demander de sortir et faire déjà 3, 4, 5 000 pas. Donc ça, c'est un bon moyen. Si on aime les animaux, il ne faut pas hésiter. Je peux vous dire que sans aucun doute, vous allez devoir sortir et vous ferez vos 7, 8, 10 000 pas beaucoup plus facilement. Voilà, en termes de recommandations, tu veux que je termine? Ah oui, non, c'était oui, donc oui, donc les recommandations, je pense que vous les connaissez, mais je pense que c'est important de les. Et puis ça évolue aussi assez régulièrement, hein, donc chez l'adulte et la personne de plus de 65 ans, c'est à peu près la même chose. Donc vous voyez, très clairement, c'est 30 minutes par jour, 5 jours par semaine d'activité d'intensité modérée ou élevée, hein, avec 15 minutes d'intensité élevée si possible. Donc c'est par exemple faire de la marche, du vélo, de la natation, mais ça peut être évidemment plein d'autres choses comme le ping-pong, le tennis, etc. Ce qui est important, c'est pas faire que ça, c'est aussi de prendre le temps vraiment pour son organisme, hein. C'est que le cerveau, à un moment donné, il se pose et il se dit, OK, maintenant, je passe une demi-heure juste pour mon organisme, juste pour mon corps, hein, prendre soin de son corps. Ça veut dire faire de l'assouplissement, faire de la mobilisation des articulations, hein, lever les bras, des choses assez simples, mais qui sont extrêmement importantes. On a tous le temps de le faire dans notre journée, à condition évidemment eh bien, de prendre le temps, hein. C'est extrêmement important. Donc, assouplissement, ça va avec renforcement musculaire. Donc là, c'est avec des petits haltères, des bouteilles d'eau, 1 ou 2 fois par semaine. Mais je dirais même que ça devrait être quasiment tous les jours, hein, ou le matin, en se levant, dans la matinée, on fait ces petits exercices qui maintiennent notre musculation. Je peux vous dire que c'est quelque chose qui est, au fur et à mesure que les années passent, de plus en plus important. Et puis aussi des exercices d'équilibre, 2 fois par semaine aussi. Donc c'est par exemple de la danse, du yoga. Donc là aussi, des cours collectifs, c'est très bien. On va sécréter de l'ocytocine. Donc en plus de ça, donc c'est super. Alors un mot pour nos adolescents. Donc ça, c'est la même chose pour nos adolescents, hein. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus, on va dire? Eh bien, au lieu de 30 minutes, c'est 60 minutes. Donc souvent, hein, ils n'y sont pas du tout, nos ados, malheureusement, avec leur tablette, leur téléphone portable. Donc essayer de les motiver, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et eux, par contre, c'est quasiment obligatoire, c'est de vraiment faire un peu quelque chose d'intensif, hein. Jusqu'aux 18 ans, ils devraient faire, ne serait-ce qu'à l'école, typiquement ce type d'activité. Et enfin, voilà, donc ce qui est un peu une nouveauté qui est dans les recommandations, c'est de faire 5 minutes toutes les 30 minutes pour tous. Non, non, absolument pas. Donc c'est 5 minutes, donc d'intensité faible à modérée, donc ça c'est un peu la nouveauté, donc c'est-à-dire voilà, de ne pas forcément être en position assise trop longtemps. Voilà, et bien pour finir, Attends, dernière attends. dia pour. Non, non, il a tout raté. Ah, pardon. C'était pas ça. En fait, l'idée, c'était de vous poser la question. Enfin, les dernières recommandations octobre de l'ANSES, octobre 2025, 5 minutes toutes les 30 minutes pour tous. Est-ce que vous avez une idée de quoi il s'agit?
La rupture de la sédentarité, exactement. On ne devrait pas rester assis, enfin, ou couché sur votre banquette. Enfin, plus de 30 minutes, vous devez vous lever. 3 à 5 minutes, vous bougez. Alors, pas un marathon, hein. Et vous repartez dans votre activité sédentaire. C'est les dernières recommandations de l'ANSES. Je termine, on est très en retard. Non, mais on va quand même. Quoi? Après? On va faire après. Après? Non. Ah oui, tu dois le faire tout de suite. Non, mais- Ah oui. Et donc, juste pour terminer, donc le message avec lequel vous pourriez repartir. Donc, cette idée d'un cercle vertueux, c'est comme un challenge. Hein, c'est pas, voilà, c'est pas forcément facile. Cette idée de rompre cette spirale de l'inactivité physique et de la sédentarité, c'est possible à condition de se mobiliser et de se motiver. On vous a donné quelques clés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le temps, la répétition, le cerveau et le muscle s'adaptent et en gardent une trace, une mémoire. Et c'est grâce à la plasticité cérébrale et musculaire, le tout au service de notre bien-être et de notre santé. Et on vous remercie. Vous voulez faire le jeu ou pas? Merci. On avait prévu de faire un peu d'exercice et de se lever, mais c'est vrai que vous voyez, on est très mauvais parce qu'on est pris par le temps et encore Ouais. une fois, on court après le temps et du coup, on n'a pas Mal forcément gérer le le temps. temps. Voilà, C'est pas mauvaise très bon. gestion du temps, c'est de notre faute hein, pour le coup. Merci. C'est vrai, on aurait dû vous faire vous lever 2 fois, faire le tour de la salle les uns après les autres, mais là, on aurait vraiment fini en retard pour le coup. On a le temps que pour 2 questions à peu près. S'il vous plaît, attendez que je vous donne le micro pour la poser parce que je sais de quoi vous êtes capable. Voilà, j'attends. Je suis prête. Merci, c'était très rassurant tout ça. J'ai une petite question par rapport à un biais possible. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de CSP+, c'est-à-dire que des catégories socio-professionnelles qui peuvent plus facilement que d'autres répondre à tout cela? Je prends un exemple. Hein. Quand on part à la retraite, on dit qu'un instituteur, il a une espérance de vie du double d'un ouvrier. Euh, Est-ce que, je veux dire, faire du mouvement, du sport et tout, quand on est ouvrier de production et quand on est éreinté et fatigué, est-ce qu'on n'est pas déjà sur un mauvais plan? Alors, merci pour votre question, hein, c'est une excellente question. Alors, c'est multifactoriel, hein. Je ne pense pas que l'ouvrier ait une espérance de vie inférieure à l'instituteur, à le professeur des écoles parce qu'il fait de l'activité physique, hein. C'est parce qu'il a un mode de vie qui effectivement il a largement dépassé les 10 000 pas. Et c'est multifactoriel, hein, donc c'est pas parce qu'il fait de l'activité physique régulièrement et beaucoup au cours de sa journée qu'il va avoir une diminution de l'espérance de vie. Notre ancêtre aussi d'ailleurs, hein, il n'avait pas une espérance de vie très longue alors il faisait ses 15 000 pas par jour. C'était pour d'autres raisons aussi qui étaient d'hygiène notamment, etc. Et parce qu'il avait un mode de vie aussi. Mais c'est vrai qu'encore une fois, si on parle juste de l'activité physique, il ne faut pas non plus aller dans l'excès, c'est clair. Et il y a des activités, donc le monde ouvrier, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais c'est sûr qu'on réalise en permanence toujours les mêmes gestes. Et ben, c'est vrai qu'au niveau des articulations qui sont mises en jeu, là, ça devient complètement délétère. Ça, c'est une certitude. Si l'ouvrier simplement il marchait dans son lieu de travail d'une façon et qui faisait des exercices un petit peu corrects, il n'aurait pas de diminution de l'espérance de vie. Mais le problème, c'est que c'est des conditions de travail qui sont souvent compliquées, hein. Oui, peut-être. Merci pour votre question. C'est une question très intéressante, mais très complexe. Dans la plupart des études, effectivement, souvent ces facteurs comme l'âge, le sexe, le genre, sont parfois pris en compte. Bien sûr qu'on n'est pas du tout égaux, d'ailleurs de quelques domaines dont on parle. Et là, c'est sûr on vous a fait une vision peut-être un peu simplifiée, hein, parce qu'on a voulu pas faire passer quelques messages. Mais bien entendu, il y a beaucoup de gens qui arrivent même à 50 ans, 60 ans, et je ne parle pas des maladies du vieillissement. Ben là, forcément, activité physique ou pas, il y a des choses qui peuvent s'améliorer. Donc, je crois qu'en fait, l'activité physique est entre autres quelque chose qui va être fondamental et en particulier va réguler votre sommeil. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais le sommeil quand même, c'est le pilier fondamental de notre santé tout au long de la vie. Alors si simplement ça vous aide, ne serait-ce qu'à mieux dormir, c'est déjà quelque chose. Mais vous avez raison que arrivé à 50, 60 ans, il y a des gens qui sont déjà pour des raisons génétiques. Alors on n'a pas parlé de la génétique, mais on n'a pas du tout les mêmes prédispositions, y compris à bénéficier des facteurs
positif. En tout cas, on a des pistes qui montrent que là où il faut qu'on fasse la recherche, c'est qu'est-ce qu'on peut prescrire et à qui dès qu'apparaît une maladie chronique, y compris à 30 ans, 40 ans. Parce que là où, comme on est parti, on va avoir des gens avec des maladies cardiovasculaires à 35 ans et les AVC à 40. C'est ce qu'on nous prédit un petit peu. Donc, il va falloir s'occuper. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens? Qu'est-ce qu'on leur prédit? Là, on manque de données de recherche pour savoir plutôt l'aérobie, pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On a encore plein de choses qui sont ouvertes par rapport à ça, mais vous avez raison que vos conditions de vie, le milieu socio-professionnel a bien entendu un impact sur votre santé tout au long de la vie d'ailleurs. Et par rapport au sommeil, ouais, ce que vous dites, l'ouvrier, souvent, s'il travaille en 3-8, donc il travaille régulièrement de nuit en passant de certains horaires à d'autres, et ça, c'est pareil, c'est compliqué. Dans votre exposé à tous les deux, vous avez cité à un moment donné l'oxygène. Justement, à ce sujet, ma question c'est, est-ce que le sport en plein air n'est-il pas meilleur pour notre couple cerveau-muscle que le sport en chambre, comme le fait d'aérer suffisamment nos intérieurs, particulièrement pour un bon sommeil? Alors l'oxygène, fort heureusement, on en a dans les pièces aussi, parce que si on n'avait pas d'oxygène, on risque pas de faire de l'activité physique. Donc l'oxygène, après il y a la qualité de l'air. Le problème, c'est que si vous allez courir à Strasbourg dehors, en plein milieu du centre-ville, à mon sens, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense que la qualité de l'air vaut mieux l'avoir à l'intérieur dans une pièce relativement bien ventilée avec des bons filtres que au centre-ville de Strasbourg qui est quand même très pollué. Donc c'est plus le côté qualité de l'air. Après l'oxygène, évidemment, on en a besoin, mais ça, il y en a partout, je vous rassure. Mais bien évidemment, après, il y a la notion de lumière aussi à l'extérieur quand il fait beau, du soleil. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très important pour les rythmes circadiens, etc. Aller en montagne quand il fait beau, bien évidemment, on va émettre des molécules, on va avoir une explosion de molécules dans notre cerveau qui font que on revient d'une semaine dans les Alpes plein soleil qui va être merveilleux. On va le garder pendant toute l'année. Donc c'est vrai que c'est indispensable de s'oxygéner là où il y a moins d'oxygène, puisqu'en montagne, vous avez moins d'oxygène qu'en plaine. Donc ça montre bien que l'oxygène en tant que tel n'est pas vraiment le problème, puisque c'est plus le fait d'être effectivement dans la nature, de revenir comme notre ancêtre dans un milieu qui nous est naturel, en effet, pour vivre dans un milieu naturel plus que dans une pièce comme je pense que vous le ressentez. Mais par contre, effectivement, vaut mieux, je pense, être dans une salle, faire de l'activité physique quand on est au centre-ville, pour des questions de qualité de l'air, que forcément être dans une zone polluée de Strasbourg. À Strasbourg, on n'est quand même pas super en termes de pollution. Mais après, on n'a pas d'excuses. On peut aller au-delà de Strasbourg, on quitte quand même assez vite notre agglomération, et ensuite, au niveau de la qualité de l'air, c'est quand même nettement mieux. Peut-être juste un mot pour compléter ce que dit Geoffrey. Le cerveau, c'est la perception. C'est-à-dire, si vous vous sentez mal, parce que vous pensez que vous ayez raison ou pas, d'ailleurs, ce n'est pas du tout la question là dont je vous parle, mais la perception que vous avez de votre environnement, peut-être du coût de l'effort, j'en ai parlé un petit peu, ça va être fondamental dans votre motivation. Si pour vous, vous êtes convaincu, et je ne juge rien, mais je parle du fonctionnement du cerveau, que dehors, on respire mieux et que c'est mieux pour votre corps, eh ben, allez-y, faites-le. Même si, effectivement, comme dit Geoffrey, si ça se trouve dehors, dans certains endroits, vaut mieux être dedans. Par contre, on a les effets sur le bien-être, la sérénité, de tout ce qui est la forêt, la nature et tout. Ben oui, bien sûr qu'il ne faut pas négliger ça. Mais ça n'a pas, je pense, de rapport, je suis d'accord avec Geoffrey, avec la quantité d'oxygène dont a besoin nos cellules pour fonctionner. On est bien, en fait, là où on est, je pense qu'on est bien. La pollution, ça, c'est un peu plus compliqué, mais moi, je ne travaille pas non plus là-dessus. Je ne suis pas spécialiste. Je vous remercie. C'était la dernière question. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Rendez-vous lundi prochain pour une conférence de musicologie. On va totalement changer de sujet. Bon, on est trop bavards, tous les deux. Ouais, on est bavards.